tous. Aujourd'hui, nous allons regarder comment on peut utiliser les automates programmables dans les systèmes feu et gaz. Avant qu'on ne continue cette vidéo, je souhaiterais vous rappeler que sur cette chaîne, on traite tout ce qui est technologie de contrôle-commande. On a parlé déjà de plusieurs technologies. On a regardé en détail des tutoriels pour la manipulation des logiciels d'application, d'interface en machine, des programmes, etc. Il y a même eu des sujets techniques, notamment sur la tendance des évolutions des automatismes. Donc, entre autres, on a déjà communiqué sur cette chaîne sur ce que doit connaître un ingénieur en contrôle-commande, comment est-ce que programmer un temps de fonctionnement sur un automate Siemens, qu'est-ce que c'est que les distributeurs contrôle système dans le système numérique contrôle-commande, la prise en main notamment de Santon VP, qui est le système de contrôle-commande de Yokogawa. On a regardé l'évolution des nouveaux langages de programmation selon l'IEC 61499. On a fait une introduction à la programmation du M580 Safety. Tous ces sujets assez pointus développés par des spécialistes dans le domaine des automatismes industriels sont disponibles gratuitement sur la chaîne. La seule chose qui est demandée, c'est de vous abonner, de partager massivement, de laisser un commentaire si vous avez des questions spécifiques et de pouvoir bien évidemment communiquer sur des sujets que vous souhaiterez peut-être voir apparaître sur la chaîne. Donc sans plus tarder, on va revenir sur le sujet du jour. Alors, dans un système de détection gaz traditionnel, on distingue un élément central qui s'appelle le panneau de détection gaz. Donc, en général, c'est mélangé avec le feu. Donc, ce sont des panneaux qui peuvent faire la détection de feu et la détection de gaz. Il y a aussi des panneaux dédiés uniquement à la détection de feu, notamment pour tous les buildings d'habitation dans lesquels on peut trouver des détecteurs connectés à un panel feu. Mais dans l'industrie pétrolière, on est sujet souvent à des fuites de gaz. Et donc, à ce titre, il est nécessaire d'avoir un système de détection gaz. Et donc, en détection traditionnelle, vous achetez un panel comme celui-ci. Vous achetez des détecteurs qui sont compatibles avec le panel. Bien évidemment, la standardisation a permis d'utiliser des détecteurs avec un signal analogique 420 mA, de manière à pouvoir installer même sur des panneaux de marques différentes des détecteurs de gaz conventionnels. Et le panel, en fonction de la programmation qu'il aura, il va pouvoir justement permettre d'exécuter les actions. Et souvent, les sorties sont relayées. Donc, les actions, c'est quoi? On peut sous-entendre, par exemple, que vous avez une salle technique. Donc, une salle technique dans laquelle vous avez, par exemple, des armoires électriques, etc. Et donc, quand on parle d'armoire électrique, il y a le phénomène des arcs électriques. Les arcs électriques, c'est quoi? À chaque fois qu'un contacteur de puissance va changer d'état, c'est-à-dire interrompre l'énergie électrique ou alors établir l'énergie électrique dans un circuit de puissance, il y aura des étincelles qui vont se former au niveau du contacteur. Donc, c'est un arc électrique. Et imaginez-vous que le local soit rempli de gaz. Donc, c'est immédiatement une source d'explosion et donc de départ de feu. Alors, une action pourrait être de se dire que, en cas de détection de gaz confirmé dans un local technique, il vaut mieux exécuter une action de manière à isoler électriquement le local, c'est-à-dire couper l'énergie. Donc, ça, c'est l'architecture, une architecture classique pour un système de détection gaz traditionnel. Et dans les détecteurs gaz traditionnels, en général, on les câble sur 3 fils, parce que il y a 2 fils, dont le 0 volt et le plus 24, qui sont dédiés à l'alimentation du détecteur de gaz. Et le dernier fil, c'est le fil du signal. Donc, on va regarder rapidement dans notre dossier, on va regarder rapidement ce qu'on peut présenter. Donc, il y a ici, j'ai pris un matériel, une fiche technique d'un détecteur d'un fabricant qui s'appelle Teledyne. Et Teledyne, en fait, il fabrique des contrôleurs. Donc là, par exemple, ils vous disent tout en 4 Channel Gas Monitoring System. Donc, ce sont des contrôleurs qui peuvent gérer 2 à 4 détecteurs de gaz. Et quand on regarde son manuel là, on ne va pas regarder tout le manuel, c'est juste pour présenter les fonctions qui sont disponibles. On va regarder rapidement. Voilà, donc il se présente comme ça. Vous avez pour chaque channel, vous avez A1, A2. A1, A2, donc je suppose que
Quand on parle de dual channel, ça veut dire qu'on a la possibilité de connecter, par exemple, deux détecteurs sur un channel, hein. Et ici, vous avez la concentration de gaz. Donc là, il y en a des alarmes, hein. Donc c'est vraiment très simplifié comme interface aux machines. C'est pour des petites applications. Il y en a aussi pour des grandes applications. Donc le but n'est pas de présenter tous les systèmes qui existent. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir comment implémenter les détecteurs, le système de détection gaz sur un automate. Alors, le détecteur en lui-même, ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est que il va vous donner un signal en courant qui va varier de 0 mA à 22 mA. Donc, ici, quand on est dans la partie noire, on a un défaut d'invalidité. Ça veut dire que, évidemment, vous pouvez considérer que vous avez un problème avec votre câble, hein. Le câble est coupé. Ça veut dire qu'on n'a même pas 1,5 mA. Donc, le câble est coupé. Dès qu'on a un courant qui est fait à 1,5 A, on a un défaut d'invalidité. Ensuite, quand le détecteur est en mode calibration, parce qu'il y a des opérations de maintenance à faire, hein, de temps en temps, on peut avoir besoin de calibrer un détecteur. Et donc là, le courant que le détecteur va générer dans la boucle va varier, par exemple, pour ce type-ci. Je rappelle que cette présentation est basée sur les détecteurs de gaz General Monitor infrarouge ponctuel, en l'occurrence l'IR400. Donc c'est marqué la l'IR400. Donc ne prenez pas cette slide comme une slide universelle pour tous les détecteurs. Là, j'ai pris une application bien précisée et j'ai précisé que le graphique ici, il est uniquement pour l'IR400. Alors, ce qui se passe sur l'IR400, c'est que quand on passe en mode de calibration, on a un courant qui s'établit dans la boucle de 1,5 mA à 2 mA et de 2 mA à 4 mA, si vous avez un courant dans cet intervalle, le détecteur est en maintenance dans DT optique. Ça veut dire qu'il a besoin d'une maintenance. Et donc, s'il a besoin d'une maintenance, ça veut dire que vous devez venir, par exemple, essuyer la vitre, nettoyer la vitre du détecteur. Parce que quand on parle d'un détecteur de type infrarouge ponctuel, c'est une optique qui permet justement de pouvoir détecter le gaz. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans la technologie. On fera peut-être plus tard une présentation spécifique des différentes technologies de détection de gaz. Ici, c'est comment est-ce qu'on peut implémenter un système de détection de gaz sur un automate. Et donc, on suppose par exemple que vous avez configuré vos seuils. Les seuils dépendent aussi de ce que vous voulez faire en fonction du gaz détecté, en fonction de l'application, en fonction de votre spécification de sécurité. Donc ici, par exemple, on a une alarme de 25% et une détection à 50%. Ça veut dire que quand le gaz va atteindre la concentration de 25%, on va passer en pré-alarme. Et quand le gaz va atteindre sa concentration de 50%, on va passer en alarme. Ça veut dire qu'on a une détection de gaz qui est confirmée. Et bien évidemment, si vous dépassez les 20 mA ou 22 mA, on est au-dessus de l'échelle, on est en overrange. Ça signifie par exemple que vous avez un court-circuit au niveau de votre câblage. Alors, comment ça se passe pour utiliser un automate programmable? L'automate programmable qui est présenté sur cette figure, c'est un automate de type Tricon CX. Tricon CX, il y a deux châssis. Un châssis principal qui permet d'avoir les cartes de communication avec les 3 CPU et un châssis d'entrée-sortie. Donc, vous pouvez avoir plusieurs châssis d'entrée-sortie en fonction du nombre d'entrées-sorties de votre système. Alors là, on va donc utiliser des cartes d'entrée analogiques puisque les détecteurs sont de type analogique. On a vu le courant ici dans la boucle, c'est de 0 mA à 22 mA. Donc, on va utiliser des cartes de détection, des cartes d'entrée analogiques et on va programmer dans cet automate ici les algorithmes qui vont nous permettre de pouvoir traiter un signal issu d'un détecteur de gaz de manière à pouvoir déterminer s'il est en calibration, si l'optique est sale, s'il faut initier les actions de sécurité. Et on aura la possibilité d'avoir une interface en machine. Donc c'est un PC qui va être en communication le plus souvent en Modbus TCP, en l'occurrence sur le Tricon CX. Donc on aura la possibilité d'avoir une interface en machine qui va nous renseigner sur les différents états des détecteurs du site. Et cet automate de sécurité, il gère un ensemble d'entrées-sorties. On a des cartes d'entrée analogiques sur Tricon CX qui gère jusqu'à 32 entrées. Donc, vous voyez la densité de nombre d'entrées par carte vous permet d'avoir des systèmes de détection gaz très, très importants. Alors,
Et quand on va vouloir initier l'action de sécurité, on passera bien sûr par un relais de sécurité pour pouvoir maintenir le niveau de sécurité de la boucle. La programmation doit se faire en fonction du cahier des charges. Donc, ce n'est pas vous qui décidez que 2 détecteurs détectent, je fais sonner une alarme, 3 détecteurs détectent, je ferme un contact. Non, il y a un cahier des charges qui doit être avec, en l'occurrence, une matrice feu-gaz. Une matrice de cause à effet, autant pour moi. Donc, les blocs doivent être créés pour pouvoir traiter les objets semblables. Donc, on suppose que si vous avez un set de détection gaz, vous devez avoir au moins un bloc qui va permettre de faire la gestion du détecteur, c'est-à-dire en sortie du bloc avoir toutes ces informations. Et vous aurez la possibilité d'avoir des fonctions de voting. Donc, certains fabricants d'automates disposent dans leur bibliothèque des blocs fonctions pour les systèmes feu-gaz, par exemple Triconex dans la Tristation, qui est le logiciel de programmation de Tricon et du Tricon CX. Donc, c'est un logiciel qui, dans son jeu d'instructions, dans la bibliothèque, on a déjà des blocs qui existent. Alors, on va regarder rapidement la bibliothèque du Tricon. On ne va pas regarder toute la bibliothèque, sinon on passera des semaines à l'étudier. Et ce que je vais présenter ici, pour moi, en fait, il y a cette fonction gaz DETR. Bon, c'est en anglais parce que, bien évidemment, le manuel est en anglais. Donc, on dit c'est une fonction qui permet de traiter les entrées en origine du détecteur gaz et de générer des alarmes. Et la fonction permet de gérer le court-circuit, short-circuit, l'open-circuit dans la boucle ouverte, lower range et les détecteurs en mode de calibration. Rappelez-vous que dans l'exemple que j'ai présenté ici, on avait le défaut de boucle, c'est-à-dire l'open-circuit, lower range. On a la calibration et donc vous n'avez pas la maintenance parce que voilà, on a la calibration, donc on n'a pas l'optique sale. Mais de base, il vous permet d'avoir ça. Donc, vous pouvez utiliser cette fonction et puis la partie calibration, la partie optique sale, vous pouvez la traiter autrement. Alors, le bloc permet de générer des alarmes. Il peut aussi gérer les inhibitions, etc. Et donc, à la sortie du bloc, on aura le défaut de court-circuit, l'overrange, la calibration. On aura aussi les alarmes hautes et les alarmes basses des gaz. Donc, c'est un bloc qui aura plusieurs entrées. Hein. On a le CI qui est une entrée booléenne. On a l'input qui est indint parce que justement le signal d'une entrée analogique est rangé dans une variable de type double integer. Au niveau des entrées, on a sur le Tricon CX, on a le bit d'inhibition, on a le reset, on a la limite quand le détecteur en open circuit, etc. Donc, tout ça sont des informations qui existent pour vous permettre, quand vous allez instancier ce bloc dans votre programme, de savoir bien évidemment à quoi correspond. Ça, c'est disponible de base dans la bibliothèque des blocs chez Triconex. Donc, il y a des particularités quand même dans l'utilisation d'un API. L'API doit être SIL capable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire conçu pour être utilisé dans les applications de sécurité fonctionnelle. Quand on fait la détection gaz, on est en train de réaliser une fonction de sécurité. À ce titre, il est aberrant d'utiliser un automate de process, en l'occurrence, par exemple, le S7300 ou bien le S7500, qui n'est pas fail-safe, parce que dans la gamme du S7300 et du S7500, il y a des processeurs qui sont fail-safe. Alors, utilisez un M580 classique, qui n'est pas un M580 sécurité. Si vous utilisez une application de détection gaz, sachez que vous êtes hors standard. Vous n'êtes pas en train de respecter les standards en matière de système de sécurité fonctionnelle. Ensuite, votre automate doit être SIL capable. Et les SIL capable, il y a des automates qui peuvent être utilisés dans les applications de sécurité fonctionnelle jusqu'à SIL 3. Par exemple, le Tricon CX, avec son architecture de TMR, Triple Modular Redundancy, peut être utilisé dans les applications de sécurité fonctionnelle jusqu'au niveau SIL 3. Ça ne veut pas dire que le fait d'acheter un automate qui est SIL 3 capable sous-entend que votre système de détection gaz sera SIL 3, mais au moins, vous savez que en utilisant l'automate de sécurité, vous avez la possibilité, lors des calculs de probabilité de défaillance en cas de demande, de pouvoir vous retrouver dans des limites qui ont été définies. La deuxième chose qui est très importante à savoir, c'est que le niveau du SIL dépend de la Safety Requirement Specification, c'est-à-dire que c'est un document dans le projet
qui va définir pour chaque fonction de sécurité instrumentée, dans chaque CIF, Safety Instrumented Function, le niveau de SIL qui est requis. Donc, si on vous dit sur cette usine, le niveau de SIL pour la partie détection feu, détection gaz doit être minimum du SIL 1, bien évidemment, sachez qu'en utilisant un automate qui ne soit pas déjà conçu pour les applications de sécurité fonctionnelle, vous n'atteindrez jamais le niveau de SIL requis. Après, si on vous dit, on veut être au niveau du SIL 2 pour le système, il faudrait au moins que votre automate puisse avoir des probabilités de défaillance qui vous permettent, lors de la prise en compte de toutes les autres probabilités différentes des capteurs, etc. et tout, de pouvoir atteindre le niveau de SIL qui soit requis. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que quand on implémente un système de détection gaz sur un automate de sécurité, l'interface en machine qu'on conçoit, c'est uniquement pour visualiser les alarmes et les événements du SIL. Ça veut dire déclenchement d'action de sécurité, ce détecteur est en mode calibration, ce détecteur est en défaut, etc. Ce n'est pas une interface qui permet de régler les seuils de déclenchement. Donc là, il faut garder ça à l'esprit parce que les seuils de déclenchement, la bonne pratique voudrait que ce soit fait depuis la console d'ingénierie, c'est-à-dire le logiciel qui vous permet de programmer votre automate parce que, un, déjà, il n'est pas accessible à tout le monde. Deux, il faut être formé pour l'utiliser et savoir comment ça fonctionne. Et ce n'est pas recommandé de pouvoir utiliser un système externe comme une IHM pour pouvoir justement modifier le seuil de déclenchement. Une autre particularité, c'est que l'implémentation doit se faire par du personnel formé et ayant au moins suivi une formation sur la sécurité fonctionnelle. Donc, au Cameroun, en dehors de CSI Automation, je ne sais pas vraiment s'il y a un intégrateur qui a été formé au niveau de la sécurité fonctionnelle, capable de pouvoir implémenter des projets. Donc, si vous avez des projets de détection gaz, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous faire des propositions sur des architectures et autres par rapport à votre besoin. Et enfin, les standards IEC 61508 et 61511 doivent être pris en compte dans le design du système. Donc, ce sont des standards de sécurité fonctionnelle qui ont été développés pour justement les applications de sécurité fonctionnelle. Donc, quand on revient maintenant sur ces détections feu classiques, il y a deux écoles. Il y a l'école des détecteurs conventionnels et l'école des détecteurs adressables. Alors, quand on est en adressable, que signifie l'adressable? Adressable signifie tout simplement que chaque détecteur a une adresse sur ce bus de communication qui est propriétaire. Et s'il détecte, on peut savoir quel détecteur a détecté, donc localiser exactement d'où part le feu. Voilà. En conventionnel, les détecteurs classiques sont reliés par des câbles C5 qui agissent comme des interrupteurs qui changent d'état en fonction de détection de fumée. Et en général, on fait du contrôle de boucle sur ces détecteurs. Donc, on les met en série, on met des résistances pour être sûr que le câble est toujours intègre, etc. Donc, je vous invite à regarder la vidéo sur le traitement des arrêts d'urgence qui a été postée sur notre chaîne pour comprendre la notion de line monitoring. Donc, en détection classique, c'est basé sur le line monitoring. On essaie de détecter en série. Et sur le dernier, on met des résistances pour qu'un courant minimal s'établisse dans la boucle. En adressable, on a la possibilité de pouvoir savoir exactement le détecteur qui a détecté. Là, il y a un bus de communication. En général, propriétaire. Ce n'est pas un bus comme du Modbus, etc. C'est un bus qui est développé par le fabricant de la centrale et qui permet justement de communiquer avec chaque équipement du système. Alors, quand on passe sur automate, voici à quoi peut ressembler l'architecture. On aura toujours ici notre automate de sécurité, c'est-à-dire certifié pour les applications de sécurité fonctionnelle. Et on aura des détecteurs classiques, conventionnels, qui vont être câblés en boucle. Et donc, lui, le détecteur, il va vérifier dans la boucle le courant. En fonction de si on a des cas de figure, si un détecteur détecte, le courant justement dans la boucle va changer et en fonction de la valeur du courant, on pourra savoir si on a une détection de feu ou pas. Alors, on prend un exemple de boucle. Ici, c'est une boucle pour des détecteurs de chaleur ou de fumée. Comment ça fonctionne? On sort de notre armoire marshalling. Donc là, on a l'automate, on a l'armoire marshalling. On a dans le premier détecteur en in plus et en com.
Et ça aussi, ça a été fait, ces schémas sur la base des détecteurs Orbis. Hein. Donc, sur d'autres détecteurs conventionnels, vous aurez certainement des bornes différentes. On entre en in plus en com, on sort en out plus pour rejoindre le in plus du second détecteur et on reprend le commun, etc. Sur le dernier détecteur, on installe une résistance, une end-of-line résistor. Donc, c'est une résistance de fin de ligne qui nous permet justement que, en fonctionnement normal, toute cette boucle est fermée et donc, il y a un courant minimal qui s'établit dans la boucle. Quand un des détecteurs va détecter, il va donc ouvrir et on aura une autre valeur de courant dans la boucle. En cas de détection, pour réinitialiser le système, une sortie automate doit être mise en place pour venir provoquer la perte d'alimentation de cette boucle pendant un bref moment. Donc, c'est des affaires de secondes. La sortie s'ouvre peut-être pendant 5-10 secondes. Tous ces détecteurs perdent l'énergie, donc ils se réinitialisent et après on referme. La résistance qu'il y a là en début de ligne, 720, on permet justement de maintenir un courant minimal dans la boucle. Alors, en parlant de courant, on va se dire que 1 milliampère, ici, ça a été calculé sur les détecteurs Orbis. Si vous câblez, comme c'est spécifié sur ce schéma, sachez que en dessous de 1 milliampère, ça veut dire que votre boucle est ouverte. Parce que vous devez avoir au minimum 1 milliampère dans cette boucle. En dessous de 1 milliampère, vous avez par exemple un câble qui est coupé. Ensuite, quand vous êtes entre 1 milliampère et 11 milliampères, vous êtes en situation normale, aucune détection n'a lieu. Et dès que le courant va être supérieur à 12 milliampères jusqu'à 20 milliampères, là, vous êtes en alarme, ça veut dire que vous avez au moins un des détecteurs qui a détecté. Et si vous êtes au-dessus de 20 milliampères, vous êtes en défaut d'invalidité. Donc, vous allez me dire d'où viennent ces valeurs. Ça se calcule. Vous avez ici une résistance de 700 ohms. Vous avez en fin de ligne une résistance de 5,6 kΩ. Donc, la puissance des résistances, c'est 0,25 watts pour la fin de ligne et 2 watts pour le début de ligne. La tension d'alimentation qui vient de l'automate, puisque c'est une entrée analogique, c'est du 24 volts. Donc, à vous de modéliser ce système et de faire les calculs pour retrouver les différentes valeurs qui ont été spécifiées ici. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur l'implémentation d'un système de détection feu et gaz sur un automate de sécurité. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions spécifiques sur la vidéo qui vient d'être présentée, n'hésitez pas aussi de le dire en commentaire. Et à très bientôt sur notre chaîne. Partagez massivement la chaîne. C'est le seul moyen que vous avez pour l'instant de soutenir cette chaîne, puisque c'est du contenu technique de très bon niveau, accessible gratuitement. Partagez massivement à vos contacts, etc. Et à très bientôt pour notre prochaine vidéo.